Je vais vous dire quelque chose que vous n'avez probablement jamais entendu dans aucune émission de télévision, dans aucun magazine féminin, dans aucune conversation entre amis autour d'une bouteille de vin un vendredi soir. Et je vais vous le dire maintenant, dès le début, parce que je n'ai pas l'habitude de faire durer le suspense inutilement. Je suis thérapeute, pas magicien. Ce que j'ai à partager vient de 25 ans passés à écouter des gens me parler de leurs amours, de leurs désillusions, de leurs espoirs, qui ressemblent parfois à des brasiers et parfois à des bougies qui vacillent dans le vent, hein, ce que les hommes de 60 et 70 ans désirent vraiment chez une femme, c'est pas ce que vous croyez. Et si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous promets non, je vous garantis que vous verrez vos relations sous un angle totalement nouveau, pas parce que je suis brillant, mais parce que la vérité, quand on la regarde en face, a cette propriété étrange de nous libérer. Avant d'aller plus loin, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne. Et dans les commentaires, dites-moi, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous demander ce qu'un homme cherchait vraiment en vous? Pas ce qu'il disait chercher, ce qu'il cherchait vraiment. Écrivez-le, je lis tout. Parce que voilà le paradoxe de la vie amoureuse à partir d'un certain âge. On a accumulé des expériences, des cicatrices, une sagesse souvent chèrement payée, et pourtant, on continue à chercher l'amour avec les cartes d'une époque révolue. On joue avec les règles de la trentaine quand on a 60 ans. On se demande s'il faut se montrer disponible ou mystérieuse, s'il faut faire semblant d'être moins intelligente pour ne pas l'effrayer, s'il faut cacher ses rides, son histoire, ses enfants adultes, ses genoux qui craquent dans les escaliers, et pendant qu'on se pose toutes ces questions épuisantes, on passe complètement à côté de ce qui est en train de se passer réellement. Alors permettez-moi de commencer par une histoire vraie. Enfin, vraie avec les noms changés, parce que la déontologie existe même quand on fait des vidéos YouTube. Appelons-la Martine. 62 ans, professeur de français à la retraite, divorcée depuis 8 ans d'un homme qu'elle décrit comme fonctionnellement présent et émotionnellement absent, ce qui, soit dit en passant, est une description qui mériterait d'être gravée quelque part dans les annales de la thérapie conjugale. Martine est venue me consulter, non pas parce qu'elle souffrait d'une dépression, mais parce qu'elle venait de rencontrer quelqu'un, un homme de 67 ans, ingénieur retraité, et qu'elle était terrifiée. Pas amoureuse, terrifiée. Je ne sais plus comment faire, m'a-t-elle dit. J'ai oublié les codes. J'ai failli lui dire que les codes, justement, c'était exactement ce dont elle n'avait plus besoin, mais j'ai attendu. En thérapie cognitivo-comportementale, on apprend à ne pas sauter sur les conclusions comme un chat sur une pelote de laine. On écoute d'abord, on observe, et ce que j'observais chez Martine, c'était une femme qui avait passé 8 ans à reconstruire quelque chose d'extraordinaire, une vie à elle, une identité à elle, une façon d'être dans le monde qui ne dépendait plus de la validation d'un autre et qui, face à la possibilité d'aimer à nouveau, était prête à tout jeter par la fenêtre pour redevenir cette version anxieuse et incertaine d'elle-même qu'elle avait mis tant d'années à dépasser. Voilà la première chose que je veux que vous compreniez. Ce que les hommes de 60 et 70 ans ne désirent pas, c'est que vous redeveniez quelqu'un que vous n'êtes plus. Laissez-moi être plus précis, parce que la précision est la politesse de la vérité. Les hommes de cet âge, et je parle ici de ceux qui ont eux aussi fait un minimum de travail sur eux-mêmes, ce qui n'est pas universel, j'en conviens, ces hommes ne veulent plus séduire une façade. Ils ont eu la façade. Souvent, pendant des décennies, ils ont vécu avec des femmes qui jouaient un rôle, tout comme eux jouaient un rôle, et ils savent maintenant, intuitivement, viscéralement, à quel point c'est épuisant, à quel point c'est vide, à quel point l'amour de façade ressemble à ces maisons normandes que j'ai vues en Bretagne enfant, belles à regarder,
mais froide à l'intérieur parce que personne n'y allume vraiment le feu. Ce qu'il désire, et je vais vous le dire directement parce que les détours sont une perte de temps pour tout le monde, il désire la présence, pas la perfection, la présence. Mais attendez, ne concluez pas trop vite, parce que la présence, dans le vocabulaire de la psychologie clinique, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe et de beaucoup plus beau que ce que le mot suggère au premier abord. C'est pas juste être là physiquement, c'est pas juste sourire et poser des questions sur leur journée. La présence authentique, c'est ce que le chercheur John Gottman appelle la connexion émotionnelle, ce moment où deux êtres humains se retrouvent dans la même pièce mentale, sans masque, sans agenda caché, sans la comédie perpétuelle de je vais d'abord te montrer ma meilleure version. Et là, mes chers amis, vous allez peut-être vous dire, mais Christophe, c'est exactement ce que j'ai toujours voulu, moi aussi. Alors pourquoi est-ce si difficile à trouver? Pourquoi est-ce si difficile à offrir? Excellente question. Et j'y réponds dans quelques instants. Mais d'abord, avez-vous déjà eu l'impression de vous perdre dans une relation, de commencer à vous adapter tellement à l'autre que vous ne saviez plus très bien où vous finissiez et où il commençait? Écrivez-le dans les commentaires, parce que cette expérience, cette dissolution progressive de soi dans le couple, c'est l'un des thèmes les plus universels de ma pratique clinique. Et c'est précisément le contraire de la présence authentique. La science a quelque chose d'intéressant à dire là-dessus. Quand on parle de neuroplasticité, et je vais utiliser ce mot parce qu'il est important, même si je vais l'expliquer sans jargon, on parle essentiellement de la capacité du cerveau à se reconfigurer en fonction de nos expériences répétées. Pendant des années, si vous avez appris que l'amour nécessite que vous vous effaciez, que vous fassiez petite, que vous mettiez vos besoins au congélateur pour que les siens restent chauds, eh bien votre cerveau a intégré ce schéma comme une vérité, il l'a câblé, il en a fait une autoroute neuronale, et chaque nouvelle relation emprunte cette autoroute, souvent sans que vous en rendiez compte. C'est pas votre faute. C'est de la biologie, mal orientée, mal utilisée, mais de la biologie quand même. La bonne nouvelle, et il y en a toujours une, même quand la situation semble désespérée, ce que je dis à tous mes patients, c'est que cette autoroute peut être reconstruite, pas overnight, pas avec une application de méditation ou un week-end de développement personnel dans les Alpes, mais progressivement par des choix conscients et répétés. C'est précisément ce que la thérapie cognitivo-comportementale propose, identifier les schémas de pensée automatiques qui vous sabotent, les questionner et en construire de nouveaux, pas en une séance, en plusieurs semaines. Mais ça marche. Les études le montrent et mes patients me le confirment régulièrement avec une sincérité qui parfois me touche profondément. Revenons aux hommes de 60 et 70 ans, parce que j'avais commencé par eux et je ne veux pas vous laisser en suspens plus longtemps. Voici ce que des années de cabinet, et je parle de dizaines d'hommes de cette tranche d'âge qui sont venus consulter seuls, souvent après une séparation ou un deuil, m'ont appris sur ce qu'ils recherchent réellement quand ils pensent à une relation. Attention, je vais énumérer, mais pas dans le sens d'une liste de courses, dans le sens d'une constellation de besoins qui forment quelque chose de cohérent. Premier élément de cette constellation, l'authenticité, j'en ai parlé, mais je veux approfondir. À 65 ans, un homme qui a vécu a développé, consciemment ou non, un radar pour la fausseté. Les théâtres joués, les émotions performées, les enthousiasmes simulés pour plaire, il les détecte. Pas toujours immédiatement, pas toujours avec les mots justes, mais il les ressent. Et ce qu'il ressent alors, c'est une forme de fatigue, une fatigue relationnelle profonde. Pas la fatigue de vous, mais la fatigue du jeu, du semblant, de la représentation permanente. J'ai eu un patient, appelons-le Pierre, 69 ans, qui m'a dit une chose que je n'ai pas oubliée. Christophe, m'a-t-il dit, à mon âge, on n'a plus envie de faire semblant d'avoir envie.
ni qu'on fasse semblant de l'avoir pour nous. On veut que ce soit vrai ou on préfère être seul. Cette phrase contient une vérité thérapeutique que certaines personnes mettent 40 ans à formuler. Deuxième élément, la légèreté. Et là, attention, je vois déjà les sourcils se froncer. La légèreté n'est pas la superficialité. Ce n'est pas l'absence de profondeur ou de sérieux. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil. C'est la capacité à habiter le moment présent sans le charger de tout le poids de l'histoire passée et de toutes les angoisses de l'avenir. Être avec quelqu'un de léger au sens noble du terme, c'est avoir l'impression que la vie est encore possible, que la nouveauté est encore possible, que le rire est encore possible même quand on a 70 ans et 2 prothèses de hanche. Et ici, mes chers amis, de 45 à 65 ans, voilà où je veux vous faire réfléchir. Portez-vous cette légèreté en vous, ou êtes-vous, au contraire, devenue experte à transporter votre passé relationnel comme un sac à dos trop chargé que vous posez sur les épaules de chaque nouvelle rencontre? Ce n'est pas un jugement, c'est une question clinique honnête. Parce que l'une des erreurs les plus fréquentes que j'observe chez les femmes qui cherchent l'amour après 45 ans, c'est de confondre l'expérience avec la sagesse. L'expérience, c'est ce qui vous est arrivé, la sagesse, c'est ce que vous avez appris de ce qui vous est arrivé. Et la vraie sagesse, contrairement à l'expérience brute, n'alourdit pas, elle allège. Permettez-moi un exemple concret. Vous avez peut-être vécu une relation dans laquelle un homme vous a trompé. C'est douloureux, c'est déstabilisant, et ça laisse des traces, personne ne le nie. Mais si 10 ans plus tard vous entrez dans une nouvelle relation en scrutant chaque message de son téléphone, en interrogeant chaque retard, en interprétant chaque moment de silence comme un prélude à une trahison, alors vous n'avez pas intégré votre expérience, vous l'avez simplement déplacée comme un meuble qu'on transporte d'une maison à l'autre sans jamais se demander s'il mérite vraiment d'occuper ce nouvel espace. En thérapie cognitive, on appelle ça un biais de confirmation. Votre cerveau, traumatisé par une trahison passée, va chercher et trouver des preuves qui confirment que la trahison est inévitable. Ce n'est pas de la méfiance rationnelle. C'est du sabotage neurologique involontaire. Et l'homme de 65 ans en face de vous va le sentir, pas parce qu'il est particulièrement perspicace, mais parce que se sentir constamment suspect, c'est épuisant, et à un certain âge, on choisit la paix de l'âme plutôt que la passion compliquée. Voici un micro-exercice cognitif que je propose souvent à mes patientes en séance. Prenez une feuille de papier, oui, du papier, pas votre téléphone. Le papier a des vertus que les écrans n'ont pas et divisez-la en 2 colonnes. Dans la première, listez tout ce que vous attendez d'un partenaire. Dans la seconde, listez tout ce que vous offrez. Puis, comparez. Pas pour vous juger, pour voir si l'équilibre est là. Parce que l'amour sain, ce que j'appelle l'amour rationnel, n'est pas une transaction, mais il n'est pas non plus un don unilatéral. C'est un échange de présence, un échange de vulnérabilité consentie. Puisque je parle de vulnérabilité, et je vais y passer un moment parce que c'est crucial, voici quelque chose que la recherche de Brené Brown a mis en lumière de façon spectaculaire, puisque, et qui rejoint tout à fait ma propre expérience clinique, la vulnérabilité est le moteur de la connexion humaine authentique. Pas la faiblesse, pas l'effondrement. La vulnérabilité choisie, délibérée, le fait de dire voilà qui je suis, voilà ce que j'ai vécu, voilà ce qui me fait peur, sans attendre en retour une validation, mais en offrant simplement de la vérité. Les hommes de 60 et 70 ans qui ont travaillé sur eux-mêmes, et encore une fois j'insiste sur cette nuance parce qu'elle est importante, ces hommes ne veulent pas une femme sans faille. Ils veulent une femme qui n'a pas peur de ses failles. C'est très différent. Une femme parfaite, ça n'existe pas, et ils le savent.
Mais une femme qui prétend être parfaite ou qui cache si soigneusement ses imperfections qu'on ne peut jamais vraiment la toucher, ils ne le veulent plus. Ils ont déjà donné, appelons-elle Geneviève. 58 ans, avocate brillante, magnifique dans tous les sens du terme, et qui me consultait parce qu'elle enchaînait les relations courtes avec des hommes qui finissaient tous par partir en lui disant à peu près la même chose: tu es formidable, mais je ne sais pas vraiment qui tu es. Elle ne comprenait pas. Comment pouvait-il ne pas la connaître alors qu'elle leur donnait son temps, son intelligence, son humour, son attention? La réponse était simple et un peu douloureuse à entendre. Elle leur donnait tout, sauf elle-même. Elle donnait la performance de Geneviève, pas Geneviève. Et la différence, aussi subtile qu'elle paraisse, se sent toujours. Ce sur quoi nous avons travaillé ensemble pendant plusieurs mois, c'est ce que j'appelle le droit à l'imperfection relationnelle. Le droit de dire « j'ai peur de te perdre » sans stratégie de communication, le droit de ne pas avoir la répartie parfaite à chaque instant, le droit d'exister dans une relation sans être continuellement en représentation. Et là, je sens une question se former dans votre esprit, peut être même deux. La première, est-ce vraiment ce que les hommes veulent? Ou est-ce que je projette ma vision de thérapeute sur des individus qui, dans la réalité, sont bien plus superficiels que ça? Honnêteté totale, certains le sont. Il serait naïf de prétendre que tous les hommes de 60 et 70 ans ont atteint une maturité émotionnelle remarquable. Certains cherchent encore à cette époque de leur vie une jeune femme pour remplir un vide narcissique, et si vous êtes face à un de ceux-là, ma chère amie, éjectez-le de votre vie avec la même facilité et la même absence de culpabilité avec laquelle vous sortiriez du lait périmé du réfrigérateur. La date de péremption est dépassée, on passe. Mais pour les autres, ceux qui ont traversé des pertes, qui ont fait face à leur mortalité, qui ont vu partir des amis ou un conjoint, qui ont regardé leurs enfants grandir et s'éloigner, qui ont eu le courage de se retrouver seuls avec eux-mêmes et d'apprendre à cohabiter avec cet inconnu qu'ils découvraient. Pour cela, les priorités ont changé de manière fondamentale. Et la science du vieillissement le confirme. La théorie de la sélectivité socio-émotionnelle de Laura Carstensen, chercheuse à Stanford, dont le travail mérite bien plus de reconnaissance qu'il n'en a dans le grand public, explique que plus les individus avancent en âge, plus ils orientent leur énergie sociale vers des relations de qualité plutôt que de quantité, le réseau social rétrécit, mais la profondeur des connexions souhaitées s'intensifie. En termes simples, à 70 ans, on préfère une seule relation vraie à 10 relations de surface. On n'a ni le temps ni l'énergie de faire autrement, et souvent on n'en a plus envie. Ce glissement vers la profondeur, vers le vrai, vers l'essentiel, explique en grande partie ce que j'observe dans mon cabinet. Quand un homme de 68 ans cherche une compagne, il ne cherche pas une partenaire de jeu. Il cherche une compagne au sens littéral du terme, quelqu'un avec qui partager le pain et le reste. Permettez-moi d'aller un peu plus loin sur la question de l'attractivité, parce que je suis sûr que la question vous a traversé l'esprit, mais Christophe, et le physique, est-ce que les hommes de cet âge n'ont vraiment plus d'intérêt pour l'apparence? Soyons honnêtes, parce que l'honnêteté est ma façon préférée d'être respectueux. L'attraction physique existe encore à 60-70 ans, elle ne disparaît pas avec les cheveux blancs, mais, et c'est un mais considérable, la façon dont elle fonctionne change de manière radicale. À 20 ans, l'attirance est souvent essentiellement physique, instantanée, déclenchée par des signaux biologiques assez basiques liés à la reproduction. Le cerveau dit fertile et le corps suit. C'est de la biologie évolutive, pas de la poésie. À 70 ans, ce mécanisme ne disparaît pas entièrement, mais il est largement dépassé par d'autres facteurs. L'énergie vitale que projette une personne, son rapport à la vie,
sa façon de rire, la façon dont elle écoute, la façon dont elle occupe l'espace non pas avec son corps, mais avec sa présence. J'ai un collègue dermatologue, pas psychologue, mais observateur remarquable de la nature humaine, qui me disait il y a quelques années, Christophe, tu sais ce qui rend une femme de 60 ans désirable? Ce n'est pas la crème anti-rides, c'est qu'elle ait quelque chose à dire sur la vie. Je lui ai répondu que c'était une analyse exceptionnellement juste pour quelqu'un dont le métier consiste à regarder des épidermes. Il a ri. Et il avait raison. Les femmes qui rayonnent à 50, 60 ans, et il y en a, Dieu merci, il y en a de nombreuses rayonnent parce qu'elles ont décidé quelque chose. Elles ont décidé qu'elles avaient le droit d'exister pleinement dans leur corps actuel, dans leur vie actuelle, dans leur histoire actuelle. Elles ne sont pas en guerre contre le temps. Elles habitent le temps. Ce n'est pas un détail anodin. C'est une posture existentielle fondamentale. Et elle se voit, elle se ressent, elle attire. Voici ce que j'appelle en séance le piège du miroir déformant. La plupart des femmes d'un certain âge regardent leur propre image à travers le prisme de ce qu'elles étaient il y a 20 ans. Elles comparent, et bien sûr, la comparaison est cruelle parce qu'elle est injuste, mais voici la question que je leur pose toujours, celle qui provoque souvent un silence précieux avant une réponse importante. Est-ce que vous vous regardez comme l'homme que vous désirez vous regarderait? Ou vous regardez-vous comme vous imaginez que la société vous regarde? Ce sont deux regards radicalement différents. Et le problème, le vrai problème, c'est que beaucoup de femmes ont si profondément intégré le regard de la société que leur propre regard interne lui est devenu identique. Elles s'autocensurent avant même que quiconque les juge. La thérapie cognitive travaille sur ce qu'on appelle les schémas précoces inadaptés, ces croyances fondamentales sur soi-même qu'on développe souvent dès l'enfance ou l'adolescence et qui filtrent toute notre expérience adulte. Je ne suis pas assez bien, je dois être parfaite pour être aimée. Si je montre ma vraie nature, on me quittera. Ces schémas ne disparaissent pas spontanément avec l'âge. Ils se camouflent. Ils deviennent plus sophistiqués. Mais ils sont là, agissant en coulisses, sabotant des relations qui auraient pu être belles. La bonne nouvelle, je reviens à elle encore une fois, parce que dans ce métier, l'espoir n'est pas une option, c'est une nécessité, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut les identifier, les nommer et les modifier. Pas les effacer, je ne vends pas de l'illusionnisme thérapeutique, mais les assouplir suffisamment pour qu'ils ne dirigent plus votre vie à votre insu. Revenons à cette femme extraordinaire qu'était Martine, ma patiente professeure de français. Lors de notre 3e séance, elle m'a dit quelque chose qui résume mieux que n'importe quelle théorie ce dont on est en train de parler. J'ai réalisé que pendant toute ma vie adulte, m'a-t-elle dit, j'ai aimé les gens en me demandant si j'étais à la hauteur de leur amour. Et ça m'a épuisé. Maintenant, je veux essayer quelque chose de différent. Aimer en me demandant si leur présence est à la hauteur de ma vie. J'ai noté cette phrase mot pour mot, non par habitude professionnelle, mais parce qu'elle m'a touché profondément, parce qu'elle contient en 2 phrases tout ce que j'essaie de transmettre depuis des années. L'amour sain ne commence pas par « suis-je assez bien ?» Il commence par « est-ce que cette relation m'aide à être qui je veux être ?» Ce changement de perspective de l'auto-évaluation anxieuse à l'évaluation lucide de la relation est l'un des grands pivots que j'observe chez les femmes qui construisent des relations épanouissantes après la cinquantaine. C'est pas de l'égoïsme, c'est de la santé mentale. La différence est capitale et les hommes le sentent. Je reviens sur ce point parce qu'il est central. Un homme de 65 ans qui est lui-même dans un processus de clarification de ce qui compte vraiment pour lui, et beaucoup d'entre eux le sont. Même s'il ne l'exprime pas avec ses mots, cet homme est attiré, magnétiquement attiré, par une femme qui a elle aussi fait cette clarification, qui sait ce qu'elle veut.
qui n'a plus besoin de l'amour pour exister, mais qui choisit l'amour parce que ça enrichit une existence déjà bien remplie. C'est ce que j'appelle dans mes conférences passer de l'amour béquille à l'amour tremplin. La béquille comble un manque, le tremplin amplifie quelque chose qui existe déjà. Et deviner lequel des deux est durable. Deviner lequel des deux, à 60 ou 70 ans, les deux partenaires ont envie de construire. Voici un moment où j'aimerais vous poser une question directe et j'aimerais vraiment que vous y réfléchissiez avant de défiler vers la prochaine vidéo. Est-ce que vous vous aimez suffisamment pour ne pas avoir besoin d'être aimé? Ce n'est pas une question rhétorique. Ce n'est pas un paradoxe zen. C'est une question clinique sérieuse parce que la réponse détermine en grande partie la qualité des relations que vous attirez et que vous acceptez dans votre vie. Quand l'amour de soi est fragile, quand il dépend des validations externes des compliments de l'autre, de sa disponibilité, de son approbation, alors on entre dans chaque relation avec une forme de famine émotionnelle. Et la famine émotionnelle, aussi compréhensible qu'elle soit, fait souvent des ravages. Elle pousse à accepter des miettes quand on mérite un repas complet, elle pousse à tolérer ce qui ne devrait pas être toléré, elle pousse à rester là où on devrait partir. Les hommes de 60 et 70 ans, encore une fois, ceux qui ont travaillé sur eux-mêmes, détectent cette famine et, paradoxalement, elle ne les attire pas, elle leur fait peur, pas par cruauté, mais parce qu'ils savent souvent de l'intérieur ce que c'est que d'aimer quelqu'un de famélique émotionnellement. Ils savent à quel point c'est lourd, à quel point c'est impossible à satisfaire, à quel point ça finit par épuiser les deux parties. Ce qu'ils désirent, en revanche, et je reviens au cœur du sujet, comme on revient à la maison après un long voyage, c'est une femme nourrie, nourrie de sa propre vie, de ses propres amitiés, de ses propres passions, de sa propre façon de se regarder dans le miroir sans grimace de dégoût ou de déni, une femme qui a quelque chose à donner parce qu'elle a d'abord quelque chose à elle. Ici, je veux introduire un concept important, la théorie de l'attachement. Et je vais le faire sans vous assommer avec tout l'appareil théorique de Bowlby et Ainsworth, parce que ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Ce que vous devez retenir, c'est ceci. Les styles d'attachement, la façon dont nous nous lions aux autres, se forment dans l'enfance, mais ils ne sont pas figés pour toujours. Et à cet âge, après tout ce que vous avez vécu, vous avez une opportunité unique de conscientiser votre style d'attachement et de le faire évoluer vers ce qu'on appelle un attachement sécure. L'attachement sécure, c'est exactement ce que ça dit, une façon de s'attacher à l'autre qui ne repose pas sur la peur de l'abandon. Une façon d'aimer qui n'a pas besoin de contrôler l'autre pour se sentir en sécurité. Une façon d'être en relation qui permet à chacun de garder son espace propre, ses propres racines, tout en construisant un espace commun. Et voici quelque chose de fascinant que la recherche montre. Les personnes qui développent un attachement sécure attirent statistiquement des partenaires plus sains, comme si la sécurité intérieure émettait une fréquence que certaines personnes reçoivent et sont attirées par elle. Ce n'est pas de la magie, c'est de la cohérence. Les personnes équilibrées cherchent d'autres personnes équilibrées. Et les personnes en crise intérieure ont tendance à trouver d'autres personnes en crise intérieure, non par masochisme, mais par familiarité. On reconnaît ce qu'on connaît. Voilà pourquoi la question la plus importante à se poser avant de chercher un partenaire n'est pas comment est-ce que je le trouve, mais qui est-ce que je suis en ce moment. C'est une question plus difficile, elle demande de l'honnêteté, parfois du courage, parfois un peu d'aide professionnelle, mais c'est la seule question qui oriente vraiment le reste. Laissez-moi vous parler d'un autre patient. Appelons-le Alain. 64 ans, divorcé 2 fois, venu consulter non pas pour dépression, mais pour ce qu'il appelait lui-même une incompréhension fondamentale avec le genre féminin. Il était convaincu que les femmes voulaient des hommes forts, décidés, imperméables aux émotions.
Il avait passé sa vie à jouer ce rôle et s'étonnait maintenant de se retrouver seul et, au fond, plutôt vide. Ce qui a été révélateur pour lui et ce que j'aimerais partager avec vous, parce que ça éclaire le sujet des deux côtés, c'est le moment où il a compris que ce qu'il cherchait chez une femme était exactement ce qu'il refusait d'être lui-même. Quelqu'un de vrai, quelqu'un qui pouvait dire j'ai peur ou j'ai besoin de toi sans que le monde s'effondre. Quelqu'un qui pouvait exister dans sa vulnérabilité, sans honte. Il cherchait chez une femme ce qu'il n'avait pas encore développé en lui. Et bien sûr, dès qu'il trouvait une femme capable de cette vulnérabilité, il était à la fois attiré et terrifié. Il s'en allait, parce que sa propre rigidité intérieure ne pouvait pas accueillir cette douceur étrangère. Je vous raconte cette histoire non pas pour excuser les hommes qui fuient la profondeur, ma chère amie. Si quelqu'un fuit votre profondeur, il ne mérite pas d'y plonger, mais pour vous montrer que la question de ce que les hommes désirent chez une femme est intimement liée à la question de ce qu'ils ont développé ou non en eux-mêmes. Et que vous, de votre côté, vous ne pouvez pas et ne devez pas vous adapter à leurs limites non résolues. Vous pouvez seulement être vous-même et laisser vos choix faire le tri. Ce que j'appelle, avec une métaphore que j'utilise souvent en séance, la politique du terrain propre. Vous ne pouvez pas contrôler qui vient sonner à votre porte. Mais vous pouvez contrôler l'état de votre propre terrain. Si votre terrain intérieur est clair, équilibré, bien entretenu, les personnes qui correspondent à cela auront envie d'y rester. Les autres repartiront d'elles-mêmes. Et vous n'aurez pas à vous demander pourquoi. Voilà un des grands paradoxes de l'amour saint. Plus vous travaillez sur vous-même, non pas pour plaire à quelqu'un en particulier, mais pour devenir la version de vous-même que vous respectez le plus, plus vous attirez des personnes qui méritent votre attention. C'est pas de la loi de l'attraction New Age. C'est de la psychologie empirique. Les états intérieurs modifient les comportements modifient les interactions modifient les résultats. Maintenant, je veux aborder quelque chose qui me tient à cœur et sur lequel je m'exprime peut être moins souvent que je ne le devrais, la sexualité après 60 ans. Je sais que le sujet peut sembler tabou dans certains contextes, mais en cabinet, il est omniprésent et il mérite d'être traité avec la même honnêteté que le reste. Les hommes de 60 et 70 ans ont une sexualité différente de celle de leurs 30 ans, moins urgente, moins axée sur la performance, souvent beaucoup plus orientée vers la tendresse, la lenteur, la présence corporelle, mais une sexualité bien vivante. Et ce qu'ils désirent dans ce domaine, là encore, rejoint tout ce dont on a parlé, pas la performance, pas l'artifice, mais la présence, la liberté d'être là, dans le corps qu'on a, avec l'histoire qu'on a, ce que beaucoup de femmes de votre génération ont appris souvent de manière implicite, souvent en absorbant les messages de la culture ou de partenaires maladroits, c'est que leur corps sexuel avait une date de péremption, que passé un certain âge, elles devaient soit se résigner, soit simuler. C'est l'une des croyances les plus destructrices que je rencontre et aussi l'une de celles qui se déconstruisent le plus facilement quand on lui applique un peu de pensée rationnelle. Votre corps n'est pas en train de mourir, il est en train de changer et le changement peut être habité avec curiosité plutôt qu'avec honte. Les femmes qui ont fait ce travail-là, qui ont réappris à habiter leur corps, sans le comparer à ce qu'il était, rapportent souvent une vie intime beaucoup plus riche et satisfaisante à 60 ans qu'elle ne l'était à 40. Pas parce que la mécanique est meilleure, parce que la présence est plus complète. Et les hommes le ressentent. Encore une fois, une femme qui est dans son corps, qui n'est pas en train de se regarder de l'extérieur, de compter ses défauts mentalement, de gérer son anxiété esthétique pendant l'intimité, cette femme est infiniment plus attractive qu'une femme techniquement parfaite
mais mentalement absente, toujours, sans exception dans mon expérience clinique. Voici quelque chose que j'ai envie de vous offrir maintenant, pas comme un slogan, mais comme une invitation réelle à la réflexion. Fermez les yeux une seconde si vous le pouvez. Pensez à la version de vous-même dans laquelle vous vous sentez la plus entière, la plus authentique, la plus présente. Peut être que c'est quand vous êtes dans la nature. Peut être quand vous cuisinez pour des gens que vous aimez. Peut être quand vous lisez, ou que vous dansez, ou que vous jardinez, ou que vous ayez une conversation qui dure jusqu'à minuit avec une amie qui vous connaît depuis 30 ans. Cette version de vous, cette femme-là, c'est celle que vous devriez apporter dans chaque nouvelle relation. Pas la version qui fait des efforts pour être acceptable. Celle qui n'a pas besoin d'efforts pour être pleinement elle-même. C'est ça que les hommes de 60 et 70 ans, ceux qui valent la peine, cherchent, pas la perfection, la plénitude. Je veux maintenant vous parler d'un concept qui est central dans ma pratique et que j'appelle de façon un peu provocatrice, j'en suis conscient, la tyrannie de la disponibilité. Vous connaissez probablement quelqu'un peut être vous-même qui, dans les relations amoureuses, devient hyper disponible, répond à tous les messages instantanément, annule ses propres plans pour correspondre à ceux de l'autre, adapte ses opinions, ses goûts, ses disponibilités pour ne jamais contrarier, ne jamais décevoir, ne jamais risquer le déplaisir de l'autre. Cette disponibilité totale ressemble à de l'amour, elle ressemble à du dévouement. Mais ce qu'elle est en réalité, c'est souvent de la peur. La peur que si on se montre indépendante, si on a sa propre vie, si on dit non, ce soir je ne peux pas, l'autre partira. Cette peur est un résidu d'attachement anxieux et elle produit exactement ce qu'elle cherche à éviter. Elle étouffe l'autre, elle crée une dynamique de dépendance qui finit par devenir insupportable pour les deux parties et elle fait de vous quelqu'un qui n'a pas de vie propre, ce qui, permettez-moi d'être direct, n'est pas particulièrement attirant. Un homme de 65 ans qui a sa propre vie, ses habitudes, ses amis, ses passions, son rythme, ne cherche pas une femme qui va tout mettre de côté pour lui. Il cherche une femme qui a, elle aussi, sa propre vie. Qui peut faire de la place pour lui sans sacrifier ce qu'elle est? Qui peut l'accueillir dans son monde sans se dissoudre dans le sien? La complétude appelle la complétude. L'incomplétude appelle souvent le déséquilibre. Alors si vous avez tendance à cette hyperdisponibilité, voici l'exercice que je prescris régulièrement, chaque semaine. Planifiez au moins une activité qui vous appartient entièrement et qui ne peut pas être annulée pour l'autre, sauf urgence réelle, pas urgence inventée par l'anxiété de plaire. Un cours de yoga, un dîner avec une amie, une sortie au musée seul avec vos pensées, et tenez-vous à ce plan, non pas pour jouer à être indépendante, les jeux relationnels sont épuisants et transparents, mais pour rappeler à votre propre système nerveux que vous existez en dehors de cette relation, que vous existiez avant, que vous existerez après, et que cette existence vaut quelque chose. Parce que voici ce que j'ai observé dans ma pratique. Les femmes qui maintiennent leur vie propre tout en étant en relation, non seulement sont plus épanouies, ça, c'est assez évident, mais elles sont aussi plus désirées. Pas parce que leur indépendance rend l'autre jaloux ou anxieux, ce serait de la manipulation, et la manipulation n'est pas au programme dans mon cabinet, mais parce que leur complétude les rend réelles. Et les gens réels, à 65 ans, on les chérit. Je veux maintenant vous parler d'un dernier aspect, et il peut être le plus profond de tous. Il concerne le sens. À partir d'un certain âge, et la recherche gérontologique le confirme de façon répétée, les grandes questions existentielles reviennent au premier plan. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai vraiment fait de ma vie? Qu'est-ce qui reste à faire? Qu'est-ce qui me survivra? Ces questions, loin d'être déprimantes, sont en réalité libératrices quand on ose les affronter, et elles changent complètement ce qu'on cherche dans une relation. Un homme de 70 ans qui a affronté ces questions, qui s'est assis avec elle,
qui a traversé parfois une nuit sombre de l'âme et en est ressorti avec quelque chose de plus clair. Cet homme cherche une compagne de route, quelqu'un avec qui continuer le voyage. Quelqu'un qui a elle aussi ses propres réponses à ses questions, qui a sa propre carte du monde, qui n'a pas peur de parler de ce qui compte vraiment. De la mort peut être des regrets, des rêves qui n'ont pas été réalisés, des rêves qui restent encore possibles. Cette conversation-là, profonde, honnête, traversée de vulnérabilité et de courage, pour être la plus belle chose que deux êtres humains puissent partager à cet âge. Et les couples qui la partagent, qui peuvent être ensemble et parler de ce qui compte vraiment, sans censure, sans stratégie, sans peur du jugement, ces couples-là ont quelque chose que la plupart des gens cherchent toute leur vie sans jamais le trouver. La vraie intimité. Pas l'intimité physique, même si elle compte, l'intimité des âmes. Cette façon d'être avec quelqu'un et de savoir qu'on peut tout dire, que l'autre ne partira pas, qu'il ou elle peut entendre le meilleur et le pire. Et rester là quand même, pour construire cette intimité, il faut d'abord l'avoir avec soi-même. C'est un passage obligé. On ne peut pas offrir à l'autre ce qu'on ne s'est pas d'abord offert à soi-même. Et s'offrir cette intimité intérieure, se connaître vraiment, s'accepter vraiment avec l'histoire qu'on a, les cicatrices qu'on a, les forces qu'on a souvent sous-estimées, c'est le travail de toute une vie. Mais c'est le plus beau travail qui soit. J'arrive vers la fin de ce que j'avais à partager aujourd'hui et je veux vous donner quelque chose de concret avant de vous laisser. Un retour pour cette semaine, j'aime les défis pratiques parce qu'une idée sans action reste une idée et une idée reste dans la tête tandis qu'une action change une vie. Cette semaine, faites ceci. Prenez un carnet, un vrai carnet, pas votre téléphone, et écrivez les réponses à ces 3 questions. La première, qu'est-ce que j'apporte dans une relation que personne d'autre ne peut apporter de la même façon? Non pas ce que vous croyez devoir apporter, ce que vous apportez vraiment naturellement quand vous êtes pleinement vous-même. La deuxième, qu'est-ce que j'ai toléré dans mes relations passées que je ne veux plus jamais tolérer? Soyez précise. Pas les hommes qui ne respectent pas trop vague. Les comportements précis, les schémas précis. La troisième question, et c'est la plus difficile, qu'est-ce que je dois changer en moi pour attirer et maintenir les relations que je dis vouloir? Cette troisième question est difficile parce qu'elle implique de regarder sa propre responsabilité dans ces schémas relationnels. Pas pour se blâmer encore une fois, se blâmer n'est utile à personne, mais pour identifier les leviers qui sont entre vos mains, parce que les leviers qui ne sont pas entre vos mains, vous ne pouvez pas les actionner. Ceux qui le sont, vous pouvez. Et c'est suffisant pour commencer à construire quelque chose de différent. Christophe André ne vous vendra jamais un raccourci, parce qu'il n'y en a pas. Ce qu'il peut vous offrir, c'est une carte, pas le chemin est le vôtre, il est unique, il porte vos empreintes et personne d'autre ne peut le marcher à votre place. Mais une carte qui vous aide à voir là où vous êtes, à identifier là où vous voulez aller et à comprendre quelques-unes des dynamiques qui jouent entre les deux. Vous méritez d'être aimé, vous méritez d'aimer, et permettez-moi de finir avec une vérité que je tiens pour fondamentale. Vous méritez de ne pas confondre les deux. Être aimé et aimer sont 2 expériences distinctes qui doivent coexister dans un amour sain. L'une sans l'autre est incomplète. Et à votre âge, vous avez toute la maturité, toute la sagesse, toute la profondeur nécessaire pour vivre les deux simultanément. Alors si cette vidéo vous a apporté quelque chose, une pensée, une question, une reconnaissance, faites une chose pour moi. Abonnez-vous à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Partagez cette vidéo avec une amie qui, vous le sentez, en a besoin en ce moment, vous savez laquelle. Et dans les commentaires, racontez-moi quelle est la chose que vous avez décidé de ne plus tolérer dans vos relations. Je lis chaque commentaire, vraiment, parce que ce que vous vivez m'importe et parce que parfois, mettre les mots sur quelque chose dans l'espace public,
c'est la première étape pour le changer dans l'espace privé. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous, pas de manière abstraite, mais concrètement, ce soir, cette semaine.